Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Merci à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission, votre programme. Vous étiez très nombreux à suivre l'émission avec Indiro Marie et Abraham Lwakabwanga, et une autre émission avec Norbert Mbemba, Christopher Ngoy et Dieudonné Mouchagalusha, Fumudi Fima. Hier, c'était l'honorable Amis Makutano, le PCA de l'OGEFRAM, député national, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Aujourd'hui, vous étiez très nombreux à vouloir que nous puissions avoir un autre son de cloche. Il est là avec nous, Monsieur Louis-Dor Balekelai. Il est journaliste d'investigation. Il est également patron d'un groupe de presse, LD Multimédia. Il est aussi patron d'une presse en ligne, La Voix, le pouvoir du peuple. Voilà, il est là avec nous. C'est quelqu'un que vous connaissez. Nous, on a pris également le plaisir de faire la télé en les regardant. Il est ici avec nous. C'est des modèles pour nous de jeunes. Merci. Alors, Monsieur Louis-Dor Balekelai, je le viens. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà. Belle fin. Monsieur Louis-Dor, ça fait combien d'années depuis que vous êtes dans ces métiers? Oui, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Un métier que j'exerce avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de passion. Ce qui fait que chaque fois que j'ai tenté d'aller en politique et que, bien qu'ayant réussi ou obtenu les sièges, je suis bloqué ou empêché de siéger, je n'hésite pas, je n'ai pas honte de revenir à ma vocation première au journalisme. Et donc, quand vous voyez 25 ans, ça veut dire qu'on a une expérience qui me fait dire que j'ai bien exercé mon métier. Je n'ai jamais été l'objet d'une poursuite judiciaire pour une infraction commise par voie des médias pendant 25 ans. Jamais. Je n'ai jamais... Oui, voilà, c'est pas facile. Et j'ai travaillé aux côtés des politiques, j'ai beaucoup appris aussi. Donc, ce qui me permet de dire, au regard de cette expérience, d'ailleurs toujours en matière de journalisme, pour votre information, en dehors d'un diplôme de licence en informatique, orientation conception, mais aussi d'un baccalauréat en philosophie, j'ai une licence en journalisme, politique extérieure, et j'ai un diplôme de 3e niveau, donc des 2A, en sciences de l'information et de la communication. Et maintenant, je suis en train de rédiger ma thèse de doctorat en journalisme avec comme orientation la communication numérique. Donc, j'évoque ces aspects pour vous dire que l'invité que vous avez reçu sur ce plateau, Monsieur Amis Makutano, un jeune frère que je salue pour son dynamisme sur le plan, son engagement sur le plan politique, et une fierté aussi pour moi de le voir arriver au poste de PCA, ce qui montre que quand on s'engage en politique, on peut toujours en tirer les dividendes. Alors, je disais, en évoquant mon parcours scientifique, qui n'avait pas raison de dire sur votre plateau que je ne suis pas journaliste, et il me dénie la qualité de journaliste et il se permet même de dire que je ne suis pas journaliste d'investigation pendant l'émission parce qu'il avait parlé de moi. Je vais lui démontrer avec preuve à l'appui que je suis un journaliste d'investigation. Ça va lui permettre chaque fois qu'il aura l'occasion de parler de moi, de réfléchir cette fois. Pas de problème, vous m'avez appelé pour ces recadrages, je précise bien. OGEFRAM, recadrage sur les malentendus théoriques, on va en parler, mais moi j'ai ajouté qui dit vrai entre le PCA de l'OGEFRAM, Amis Makutano, et les DG par rapport à ces dossiers du détournement. Il y a tant de questions, trop de questions très questionnantes, mais c'est avec notre aîné, les doyens, qui est ici, journaliste d'investigation. Il va tenter un peu de nous éclairer, mais avant ça, avec Amis, on n'avait pas seulement parlé de l'OGEFRAM, c'était toute une émission. On va essayer un peu d'analyser quelques questions majeures de la République démocratique du Congo. Est-ce vrai, jusqu'aujourd'hui, vous avez l'affiliation AFDC? Oui, avant de répondre à la question, je fais une mise au point par rapport à l'OGEFRAM, parce que vous avez parlé de ce recadrage sur un malentendu théorique.
entre le concept de détournement et de recouvrement forcé. C'est ça qui me permet de venir ici. Mais je précise que j'interviens en tant que journaliste d'investigation. Je n'ai pas le mandat de l'OGFREM pour venir l'engager. Mais j'ai fait mes investigations. Je couvre les activités des entreprises publiques depuis plusieurs années. J'édite un magazine, Le Pouvoir du Peuple, que vous pouvez retrouver, les archives, vous pouvez les retrouver dans plusieurs entreprises. Donc je m'intéresse au fonctionnement des entreprises et au nom de la loi qui donne aux journalistes le pouvoir d'accéder à l'information publique. Je peux donc accéder à n'importe quelle source pour avoir une information sur le fonctionnement d'une entreprise, surtout lorsque il s'agit d'une clameur publique, comme ça a été le cas avec l'alerte lancée par mon frère Amissi. Alors, pour répondre à votre question, la loi sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo, autant que le code d'éthique et de déontologie professionnelle, mais aussi tout récemment la loi dite Mouyaya, qui est la révision de la loi sur la liberté d'expression de l'époque du Zaïre, n'interdit pas aux journalistes de faire la politique. Le journaliste peut faire la politique, mais ce qui est interdit aux journalistes, c'est comme pendant que vous m'interrogez, vous ne pouvez pas prendre position sur le plateau pour votre parti d'appartenance, que je connais d'ailleurs, mais vous êtes astreint par l'éthique et la déontologie professionnelle pendant cette émission d'extérioriser votre appartenance à un parti X, Y. Et donc, la loi ou les lois en la matière permettent aux journalistes d'avoir une affiliation à un parti politique, mais à la seule condition que dans l'exercice de ses fonctions, qu'ils n'affichent pas cette affiliation. Et donc, je réponds par l'affirmative à votre interrogation de tout à l'heure. Alors, M. Ludo Abalekelai, faisons d'abord un saut dans le passé, parce que c'est important. Vous étiez candidat à la députation nationale, les candidats... En 2018 et en 2023. Et en 2018, vous avez même siégé et puis on vous avait... J'ai été élu, proclamé par la Cour constitutionnelle. J'ai mon arrêt me proclamant comme tel, mais j'ai été empêché pour des raisons politiques de siéger pendant 5 ans. Et il y a 3 mois, nous venions de gagner sur le plan international contre la République démocratique du Congo. Nous avions porté plainte devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui nous a reconnu jusqu'à ce jour les statuts des députés nationaux ou des députés nationaux parce que nous étions 31 et donc qui a demandé à la République démocratique du Congo de nous payer nos indemnités compensatoires de 5 ans pendant lesquels nous avons été empêchés de siéger. Également en 2023, j'ai été candidat. Bon, j'en profite pour demander à son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui je rends les hommages les plus déférents, qui est le magistrat suprême, de s'impliquer dans ce cas, parce que nous l'avions saisi plusieurs fois, mais seulement il y avait une mauvaise foi politique qui a fait que nous ne soyons pas indemnisés. J'espère qu'au cours de ce 2e mandat, il pourra veiller à notre cas pour que nous puissions être établis dans nos droits. En 2023, j'ai été également candidat. Avant 2023, mais quelqu'un m'a dit, depuis 2018 jusqu'en 2023, il semble qu'il y avait un règlement, disons, il y avait un compromis à l'amiable entre vous et l'Assemblée nationale. On vous payait malgré que vous ne siégez pas. C'était une fausse information, une fausse alerte qui était lancée dans l'opinion. C'est Madame Mabunda, à l'époque, qui avait affiché une très mauvaise foi, malgré les instructions lui données par le chef de l'État à Rome. Le président a effectué une mission à Rome, en présence d'un ancien responsable d'une institution, le Conseil d'État. Le président avait demandé qu'on puisse être dédommagé parce qu'on a été invalidé injustement et qu'aujourd'hui nous détenons des arrêts qui n'ont jamais été abrogés. Ce qui me fait dire que jusqu'au moment où je vous parle, je suis député national parce que je n'ai jamais été indemnisé et que je détiens un arrêt qui n'a jamais été abrogé. Donc mon mandat continue jusque dans la nouvelle législature, jusqu'au moment où j'aurai été indemnisé. C'est alors que je vais cesser d'avoir le statut de député national. Alors, également, le président Bosso a affiché une très mauvaise foi de nous payer nos indemnités malgré toutes les correspondances. Ce n'est pas une malédiction. Tous les présidents n'apprécient pas votre cas. C'est pour des raisons politiques. Je ne suis pas seul. Je vous ai dit que nous étions dans un groupe. Si tout dépendait du président Tshisekedi, j'aurais été indemnisé. Mais comme il ne veut pas s'ingérer
dans les questions de justice, dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il a laissé à la justice et au Parlement de faire son travail, mais nous avons fait face à des gens de mauvaise foi. Donc pour des raisons politiques, ils nous ont bloqués parce que l'un des collaborateurs du président Bosso justement était parmi ceux qui ont récupéré nos mandats, parmi le groupe des gens qui sont allés dormir à la Cour constitutionnelle à l'époque. Et donc il a gelé les dossiers pour nous empêcher de traiter. Mais nous pensons qu'avec l'avènement des nouveaux présidents de l'Assemblée nationale, nous pourrions être rétablis dans nos droits. Alors, et donc ceci me fait dire, pour corriger ce que M. Amissi a dit sur ce plateau, que il a dit que ce n'est pas un journaliste, c'est un candidat malheureux. Malheureux, vous avez échoué. Rien qu'en me voyant. Fallait je voudrais attendre 2028. Je voudrais profiter de votre plateau pour le corriger. Je ne suis pas, qu'en me voyant, est-ce que vous me voyez, je suis malheureux? Est-ce que je traîne le visage de quelqu'un qui est malheureux? Je le corrige, je ne suis pas un candidat malheureux. Je suis un candidat non nommé. Par contre, je le félicite lui parce qu'il a été un candidat nommé. Et donc, il ne peut pas se prévaloir de sa nomination pour dédaigner les autres qui ont été victimes. J'ai obtenu 7000... Non, écoutez. Amissi Makutano n'était pas nommé, élu et confirmé par la Cour constitutionnelle. Vous êtes un légaliste. Si vous dites qu'il est nommé... C'est vous qui le dites. Parce que s'il était nommé, il n'aurait pas de préjugés par rapport à ceux qui ont été effectivement élus, comme lui, mais qui ont été empêchés de siéger. J'ai obtenu dans le mot en bas. Vous pouvez demander à tous ceux que vous connaissez, y comprend les hauts cadres de l'UDPS, qui étaient avec moi dans la circonscription du Mwamba, qui ont les mêmes PV que ce que j'ai. J'ai obtenu 7319 voix. J'étais 5e sur les 11 candidats du Mwamba. J'ai été débarqué le jour de la proclamation à 23h. Vous dites. J'ai été débarqué par la CENI, le bureau de la CENI à 23h. Je l'ai dit et je n'ai pas la moindre peur d'être contredit. Nous sommes en direct. J'ai les preuves, j'ai les PV, j'ai les PV, je m'en fous. J'ai les PV de mon élection. J'avais introduit mon recours à la Cour constitutionnelle, mais pour un petit problème d'arrangement au niveau du parti, j'ai dû retirer ma requête pour des raisons de convenance personnelle. Et donc, personne ne peut me dire que je suis un candidat malheureux, que je n'ai pas été élu, parce que je suis convaincu. Vous pouvez faire un micro-baladeur dans le Mwamba pour qu'on vous dise si j'ai été élu ou pas. Parce que la population a vu. Le Mwamba, je vois Augustin Kabouya, il peut témoigner. Il y avait tellement de gens. Le CG peut témoigner. Que vous étiez parce qu'il a le PV, il peut témoigner si j'ai été élu ou pas. Mon frère, le ministre de l'Intérieur, le VP Peter Kazadi, il peut témoigner. Ce sont des personnes honnêtes, ils vous diront que le jeune homme a été élu. Et j'ai un ancrage, j'en ai fait la démonstration en 2019 lorsqu'on m'a invalidé. J'ai traîné un monde fou sur le boulevard du 30 juin. J'ai bloqué la circulation pendant 5 heures, affrontement avec la police pour revendiquer mes droits jusqu'à la Cour constitutionnelle. C'est connu, ça se trouve dans les archives, vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez les images. Donc, Ludo Balekela, ce n'est pas un si je me suis tué, il ne peut pas laisser requinquer avec ce militant pour qu'il soit réélu. J'ai une fondation, j'ai une organisation qui a plus de 10 membres, essentiellement des mamans, et donc j'ai un ancrage dans le Mwamba. Si je me suis tué en 2023, c'est pour aider mon frère, le président Tshisekedi, à bien exercer son mandat. C'est uniquement pour cette raison-là, pour ne pas le gêner. Mais j'étais capable de faire du bruit à la Cour constitutionnelle comme les autres. Ok, alors, mais j'aimerais savoir, parce que moi, ça m'a dérangé un peu. Hein? Vous nous avez donné des précisions ici en disant qu'on vous avait débarqué à 23h. Donc, vous avez une information qui vous avez débarqué. Donc, il y avait des gens autour d'une table qui nommaient des gens et enlevaient les noms des vrais élus. Vous avez l'information. Écoutez, je suis un chrétien, j'ai déjà pardonné, c'est du passé. Je vous ai dit ce on que vous a volé votre habitant. C'est déjà passé. J'ai dit, je donne la chance au président Tshisekedi d'exercer son mandat de manière pacifique. Ceux qui ont voulu faire du bruit, ils ont fait du bruit. Mais pour moi, j'ai pardonné à tous ceux qui l'ont fait. Parce qu'il y avait quand même des gens, il y avait quand même un suivi. J'ai les PV, donc des résultats obtenus dans les bureaux de vote. Donc, en quelque sorte, la sanité politique. C'est à vous d'assumer votre déclaration. Moi, je dis ce que je pense et je l'assume. APJ au peuple des JG, M. Ludo Balekela, il est ici, il a tenu à corriger M. Amissi Makutano, les PCL. La continue parce que... Pas de problème, nous avons suffisamment le temps. M. Ludo Balekela, journaliste d'investigation. Parlons-en, parce que vous êtes un journaliste. Il y a quand même la formation du gouvernement. Hein. J'ai suivi même des cardinals à Mbongo dire que ça traîne parce que les politiciens veulent se partager les gâteaux. Tout le monde a besoin
de tirer les draps de son côté. Vous, comme journaliste, pensez-vous que ces politiciens sont tellement gourmands et ils ne se préoccupent pas par rapport à la situation de la population? Je pense que je peux être tenté tentativement de répondre par l'affirmative, que les politiciens sont gourmands parce qu'ils veulent tout avoir. Et la preuve, c'est que vous voyez que ceux qui ont été élus députés veulent devenir encore des ministres, veulent devenir encore des sénateurs, veulent devenir encore des gouverneurs. Mais finalement, la politique, ce n'est pas, ce n'est pas une carrière. La politique, c'est un service. Contrairement à Léa Toundou, qui était ici, il m'a dit que la politique peut devenir une carrière. L'ambassadeur allait à Toundou. Expérience parce qu'il a traversé 2-3 régimes. C'est tout à fait normal qu'il le dise. Je respecte ses convictions. Moi, j'ai dit ce qui m'engage. J'ai dit que ce n'est pas une bonne façon de faire. Et c'est pour cela que je me battais pour aller à l'Assemblée nationale. Et si, parmi les raisons pour lesquelles j'ai été combattu jusqu'à ce qui m'est arrivé, c'est parce que je disais qu'une fois que je suis élu, j'ai apporté une proposition de loi qui est déjà élaborée. D'ailleurs, je vais la donner à l'honorable Ami Simakutano. Parce qu'au lieu de parler des propositions de loi qu'il amène là-bas, lui vient avec des clameurs publiques. Nous allons y revenir. Je vais lui donner cette proposition de loi. Ma proposition de loi visait à réduire le nombre de mandats des députés nationaux, donc des élus, députés nationaux, sénateurs, gouverneurs. Donc tous les mandats électifs devaient être réduits à un seul, renouvelable une seule fois. Ça veut dire que si vous devenez député en 2023, vous pouvez encore postuler en 2028, ça s'arrête là. Vous ne pouvez plus postuler. Vous laissez la chance à la jeune génération que vous êtes, à la jeune génération que nous sommes, pour pouvoir aussi renouveler la classe politique conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais à la lutte où vont les choses, et parce que j'ai été décalé, cette proposition de loi-là risque de ne pas être mise en œuvre. Et on va continuer toujours à nous battre avec des vieux politiciens depuis 1960 jusqu'à ce jour. Ils sont toujours sur le champ de bataille politique avec nous. C'est anormal. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas très bien. Et la population en souffre. Quand est-ce que nos enfants feront aussi la politique pour apporter des idées neuves conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président? Monsieur Ludo Balekelaï, vous confirmez que le cardinal Mosengo avait raison de dire que nous avons une classe politique médiocre? Il fallait que les médiocres dégagent. Est-ce que ces médiocres continuent jusqu'à aujourd'hui? Oui, sa déclaration était excessive, parce que quand il généralise, c'est un philosophe, un théologien de formation. J'ai manqué de vous le dire, j'ai oublié de vous le dire. J'ai un baccalauréat en philosophie et j'ai fait aussi la théologie pendant 2 ans. J'étais à 2 ans du sacerdoce ministériel. Quand il dit que la classe politique est médiocre, c'est vrai, parce que les faits empiriques l'attestent, mais généraliser, ça devient quand même beaucoup plus dangereux, parce qu'on sait quand même trouver des personnes de bonne moralité au sein de la classe politique. Nous avons une Assemblée nationale aujourd'hui avec le vieux, les jeunes. J'ai vu le vieux Loumano revenir, j'ai vu Vital Kamerhe être là, le vieux Adolphe Mouzitou, autant de gens. C'était ça mon combat. C'est ce que je combattais, ça justement. Pensez-vous que cette Assemblée nationale, elle est responsable pour aider le chef de l'État à accomplir bien son mandat? Parce que la formation du gouvernement traîne, il fallait qu'il y ait le partage des postes. Tous ces loups-là veulent également figurer dans le gouvernement. Non, je ne pense pas que cette Assemblée rendrait un bon service au président. Parce que vous vous rappelez, pendant sa campagne, le chef de l'État a demandé à la population de renouveler la classe politique, parce que les députés de 2018 lui ont compliqué la vie. Le mot d'ordre a été suivi, je peux vous l'attester. La preuve, c'est que quand nous sommes allés aux élections, la population a beaucoup plus élu les gens qui n'étaient pas encore sur la scène politique. Mais les choses ont changé de la manière que vous connaissez. On n'en peut rien, on en est là, et ce qui est arrivé aussi. Dans ceux qui sont là à l'Assemblée nationale, ils nombreux sont des anciens. La volonté des politiques. Oui, nombreux sont des anciens qui sont revenus. Mais lorsque nous sommes allés réellement aux élections, la population a jeté son dévolu sur la jeune classe politique conformément aux vœux exprimés par le chef de l'État. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Alors, Madame Judith Tuluka, une femme à la tête du gouvernement, vous philosophe, un homme qui a plusieurs diplômes, dans la situation actuelle de la RDC, elle aura une tâche facile? Non, si je dis qu'elle aura une tâche facile, je serai un menteur. Elle est nommée dans un contexte où le pays fait face à une agression étrangère du Rwanda, avec
ces marchepieds du M23. Et donc c'est un défi majeur parce que la sécurité du pays conditionne le fonctionnement des institutions, la sécurité du pays conditionne même le social de la population. À partir du moment où la sécurité constitue un défi majeur à relever qui exige beaucoup de moyens, les gens se plaignent, ils disent que non, l'argent ne circule pas, et ainsi de suite. C'est parce qu'ils ne creusent pas la question au fond. Beaucoup de moyens, beaucoup de recettes, beaucoup de fonds publics vont pour défendre la nation, le pays dont la souveraineté est menacée. Et donc, ce qui fait qu'il y a des problèmes qui se posent sur le plan social. Mais je pense que le profil qu'on nous présente de Madame le Premier ministre, que je ne connais pas, que j'ai découvert seulement lorsqu'elle a été nommée, son profil démontre qu'elle a une expérience et que, parce que le Premier ministre n'agit pas seul, il a des conseillers que sont les ministres. Nous estimons que si on lui donne des bonnes personnes, qui sont de bonnes moralités, qui maîtrisent les dossiers, qui aiment le pays, qui ne se laissent pas corrompre, qui se distinguent par l'exemplarité, en tout cas, elle peut, avec la volonté et la détermination du chef de l'État, relever les défis aussi nombreux que complexes auxquels le pays fait face. Alors, chers téléspectateurs, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Prenez les liens, partagez. Après cette question de la diplomatie, on va parler de ces grands dossiers de l'OGEFRAM entre le PCA Missima Koutanou et les DG de l'OGEFRAM qui dit vrai. On va avoir des vérités, on va écouter les vérités sur ces plateaux parce que nous avons un doyen, un journaliste qui a fait 25 ans dans ces métiers, journaliste d'investigation. Il nous a amené des dossiers ici, donc on va vraiment savourer des révélations. Alors, la diplomatie, parlons-en. Quelqu'un m'a fait rire, hein, je ne dis pas que c'est vrai. L'avis de recherche contre le président, on les cherche. Le président ne se voit pas. Pensez-vous que le président cherche le bonheur de Congolais ailleurs? Non, dans les airs, hein. On les cherche, on les cherche. Écoutez, la question me paraît difficile. D'abord parce que je ne suis pas dans l'entourage du président de la République. J'ai exprimé maintes fois ma volonté d'apporter ma petite contribution à son dispositif communicationnel parce qu'il est déficitaire. Et il le dit, il le sait, mais j'ai trouvé qu'il y avait des obstacles. Et je me suis dit, je m'arrête là, je peux... Il y a des déficits. Sur quoi? Vous accrochez trop au mot. Hein. Non, parce que moi, je parle bien avec Eric Nindou. Je parle bien avec Eric Nindou. Il est très intelligent. Je ne veux pas parler des gens. Il y a tellement de gens qui sont autour. Je ne veux pas parler des gens. Des professionnels. Je ne suis pas venu chercher de l'emploi. J'ai dit seulement que j'avais la volonté de contribuer à la communication du président de la République. Parce que j'en ai l'expérience. Et personne ne peut me le contester. Et ceux qui sont là, vous pensez... Mon frère, je vous informe que j'ai conçu un projet de communication sur le programme de 145 territoires. J'ai écrit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en annexant mon projet et la façon dont on pouvait communiquer sur ce projet à partir de Kinshasa, mais aussi avec des représentations au niveau des provinces, avec des écrans géants où les images venant de l'intérieur de 145 territoires montées à Kinshasa pouvaient être diffusées en temps réel sur les plateformes numériques, mais aussi balancées sur des écrans géants dans les chefs-lieux des provinces. J'ai envoyé ce projet, j'ai fait copie au BCECO, à toutes les agences qui sont impliquées. Malheureusement, c'était une fin de non-recevoir. Je n'ai jamais reçu la réponse. Or, si on avait problématisé et thématisé ce que j'avais écrit dans ce projet, je crois que le peuple serait informé de ce que le président de la République fait dans ce pays. Je reviens il y a 2 mois de Mwanda. J'étais allé faire mes recherches pour ma thèse. Comme je travaille sur la fibre optique, je devais aller voir par où la fibre optique venant de l'océan entre au Congo et puis se déploie à travers le pays. J'ai découvert qu'il y a une route très bien asphaltée entre Matadi, Boma et Mwanda, pendant le règne du président Tshisekedi. Mais je n'ai jamais vu une seule image de cette route, à moins que cette image ait été diffusée, moi en train de dormir. Et on en parle moins. Alors qu'en 2004, j'étais encore jeune journaliste à la RTGA, j'ai fait le déplacement de Kinshasa pour Matadi, on a fait pratiquement 1 semaine. Et pour arriver à Mwanda, les gens faisaient effectivement... Si c'est beaucoup, c'est 1 semaine parce qu'il y avait la boue, la route n'était pas praticable. Mais aujourd'hui, j'ai roulé Mwanda, Boma, c'est plus ou moins 1 heure.
J'ai quitté d'ailleurs la nuit parce qu'il fait très beau. Quand vous quittez Boma pour arriver à Matadi, également la route est très bonne, vous pouvez rouler la nuit. J'ai posé la question, ça date de quand cette route? On m'a dit non, c'est sous le règne du président Tshisekedi. Mais est-ce que vous, mon confrère qui est sur le plateau, êtes-vous informé que le président Tshisekedi a réhabilité une route? Peut-être vous n'avez pas les éléments. Je connais plusieurs structures qui aident les chefs pour communiquer sur les œuvres. Bilembo Yafachi, il y a autant de structures. Bon, oui, je sais. Je suis même sur Facebook et sur les plateformes numériques. Bilembo existe. Il y a une émission qui passe sur la RTNC. J'ai donné un cas pour dire voilà, c'est quand même quelque chose dont on n'est pas. Est-ce qu'il faut-il qu'on en parle une seule fois dans un reportage, dans un journal et puis ça s'arrête? Il faut des émissions élaborées. Voilà, il faut des experts. Il faut démontrer l'enjeu, le rôle économique d'une route à réhabiliter. Ça ne suffit pas de dire dans un reportage, non, le chef de l'État a réhabilité la route entre Boma et Matadi ou entre Boma et Mwanda. Ça s'arrête là. Non, il faut des émissions élaborées. Il faut des experts pour démontrer quel est l'enjeu économique d'une route asphaltée et sur l'enjeu social pour la population bénéficiaire, mais aussi pour la province et même la République. Donc, ce sont des questions de fond qu'il faut évoquer. Je ne donne pas des leçons de communication, mais j'évoque quand même des choses qui constituent en fait ma contribution à ce qui se fait. J'ai l'impression que M. Leader Balekelai, il voit autour du chef les amateurs, les gens qui n'assurent pas la communication selon les méthodes. J'ai dit, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les gens qui sont là, vous estimez que c'est des amateurs, ils ne font pas bien leur travail. Il faut ajouter la touche de M. Ludo Balekelai. Non, je vous dis que je ne suis pas... Non, ne faites pas surtout pas ça, vous commettez une infraction par voie de presse. Ne citez pas des personnes qui ne sont pas sur le plateau. J'ai dit qu'ils font ce qu'ils font. Quand j'ai dit le dispositif communicationnel est déficitaire, ça ne veut pas dire que le dispositif ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il ne fait pas suffisamment. Vous comprenez? Qu'il y a moyen de faire mieux si on s'ouvre à ceux qui connaissent le Congo profond. Donc il y a des failles. Il y a des failles cher jeune confrère, je vous ai dit que j'ai 25 ans dans ce métier. J'ai participé à tous les processus de pacification de ce pays. Moi que vous voyez sur votre plateau, j'étais dans l'avion qui a essuyé des tirs d'obus en partance de Bunia et nous sommes allés atterrir en catastrophe à Kampala avec le professeur Ntumbalwaba à bord parce que nous voulions pacifier ce pays. J'ai contribué à la pacification de l'Ituri. J'ai été au dialogue intercongolais. J'ai participé à la conférence sur la paix dans la région des Grands Lacs convoquée par Malmalou autour de 2003-2004. Et donc je connais le Congo. J'ai parcouru tous les territoires du Congo dans le cadre de mon métier comme conseiller au ministère de l'Intérieur à l'époque. Donc je connais le Congo. J'ai quand même quelque chose à dire à un confrère, à un collaborateur du chef de l'État. Ça on peut faire comme ça, ça on peut faire comme ça. Parce que je suis congolais, le chef de l'État c'est le président de tout le monde. Voilà. Merci monsieur le leader. Mais je n'aime pas que vous parliez de mes confrères qui font un bon travail, mais peut-être que les difficultés ne manquent pas. Pas de problème, monsieur le leader Balekelai. Loin de moi de vous choquer, mais c'est quand même important. Monsieur Lidor n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez un parcours, vous êtes un homme intelligent. Mais quelqu'un, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il m'a dit Lidor n'a pas aidé Kabila. Sauf Jean-Marie Kassamba qui est venu au moins vendre l'image de l'ancien régime. Lidor était que dans les couloirs. Mais qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Il se cherche. Est-ce que vous pensez vraiment que vous n'avez pas rendu un mauvais service à Joseph Kabila? Vous ne faisiez pas le travail, mais vous étiez plutôt dans des bureaux pour avoir les enveloppes. Une très belle question, très belle. Je vais y répondre. Mais vous ne sentez pas choqué? Non, je ne m'y attendais pas, mais c'est la plus belle question. Je vais y répondre une fois pour toutes pour que les gens le savent. D'abord, je n'ai jamais rencontré le président Kabila physiquement. À deux comme ça, jamais. Je n'ai jamais eu son numéro de téléphone, mais j'ai travaillé sous son règne en tant que consultant ou conseiller en matière de communication de ses collaborateurs. Mais pendant tout le temps que j'ai passé, je n'ai jamais eu même pas une seule ordonnance, mais non, même pas comme chef de quartier. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que je n'ai pas aidé le président Kabila comme si j'avais un mandat, une ordonnance avec des fonctions que j'assumais pour contribuer. Mais on peut perdre, vous avez quand même une fonction. On peut perdre une fonction. Conseiller en communication, vous êtes journaliste, non? On peut quelqu'un m'a dit que vous avez une fonction là-bas. Non, j'étais conseiller en communication, ça veut dire je prête mon expertise de ce que j'ai appris à l'université pour le fonctionnement. C'est permis.
Même si l'UDPS me le demande aujourd'hui, je vais le faire. L'AFDC me le demande, je peux le faire, je le fais. Et donc, ce n'est pas un péché. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre me dire que je n'ai pas aidé le président Kabila, comme si j'étais ministre des Affaires étrangères, comme si j'étais ministre de la Communication, comme si j'étais son porte-parole. Jean-Marie Kassamba aussi n'était pas ministre. Ah, mais lui, il avait des accès. Lui, il avait des... Voilà, parce que lui, il avait accès au système et aux décideurs. Moi, j'ai joué le rôle là où j'étais appelé à jouer mon rôle. Merci, monsieur Lidor Balekela. Et cette émission est interdite au cardiaque. Parlons-en, c'est important. Dossier OGEFRAM entre le PCA de l'OGEFRAM, M. Amiss Makutano, et les DG de l'OGEFRAM, qui dit vrai. M. Lidor, avant de vous donner la parole, rentre du côté de la réalisation pour prendre l'élément de M. Amiss Makutano, parce qu'il vous avait cité dans cette émission. On prend l'élément, on revient, comme ça on va ouvrir ces dossiers. Car l'OGEFRAM, il y a eu détournement. Oui. Vous confirmez ça? Je confirme. Personne n'est d'accord. Et c'est pour la première fois. Je suis en train de jeter des fleurs à notre justice parce que j'ai été convoqué. Oui. Parce qu'en latin, on dit actor et incumbit probation. Celui qui allègue le fait n'a qu'à porter les preuves. Et j'étais devant le procureur général. Je fais la déposition. Je suis en train de remercier le procureur général. J'ai aussi une invitation de la Cour de cassation. J'ai aussi une invitation de l'anticorruption, je sais. Ok. Je n'aurai pas ma langue dans ma poche. J'aurai des documents à l'air déposés. Le président, c'est notre père. Quand il s'époumonne, il mouille les maillots contre les antivaleurs, nous sommes là pour accompagner et combattre ces fléaux. Il y a eu bel et bien détournement. On a détourné l'argent, l'OGEFRAM, où je suis le président du conseil d'administration. Je l'ai dit. Et voilà les gens qui croient avoir le moyen, ils utilisent les journalistes. J'ai pris, d'ailleurs, j'ai suivi un journaliste à qui j'ai beaucoup de respect, M. Balekela. Je vous cite, monsieur. Lidor Balekela. Ça, ce n'est pas une affaire de parti politique, mon frère. Vous avez été candidat malheureux. Il fallait vous taire et retourner dans vos bases. Recommencer à préparer pour 2028 parce que c'est pas la fin du monde. Je suis en train de m'adresser parce qu'il m'a parlé, il a parlé de moi. Il dit, lui, il est journaliste de l'investigation. Qui vous a invité dans ce dossier? Journaliste. Il n'est pas journaliste, il est membre de l'AFDC. Et tout ce qu'il rencontre, ça vient dans les écritures de l'avocat qui a pu bénéficier de ces dûs. Moi, je ne suis pas dans cette affaire de l'avocat ou le reste. La procédure empruntée par celui qui a donné l'argent n'est pas acceptable. Pour l'instant, il y a l'intervention de l'équipe de l'IGF avant toute affectation de moyens. Je n'ai pas de mots. Et il y a la loi qui réglemente. Par exemple, chez nous, à l'OGEFRAM, le directeur général ne peut que engager moins de 50 000. Au-delà de 50 000, il doit passer par le conseil d'administration. Vous comprenez? Et puis l'argent, nous avons notre méthodologie du travail. Ok? Nous avons des mandataires qui travaillent pour le compte de l'OGEFRAM en dehors de nos frontières. Ils sont en Belgique, ils sont en Afrique du Sud, et celui de l'Afrique du Sud. Parce que l'avocat là vous dit, non, il a bloqué les comptes. Est-ce qu'il a bloqué les comptes de cette société ici au Congo? Non. Vous avez bloqué les comptes ici au Congo. S'il fallait prendre l'argent, il fallait prendre l'argent ici au Congo. Mais l'argent des mandataires à l'extérieur, ça n'a même pas suivi la procédure normale. Parce que cet argent devient notre argent quand ça sera versé dans la caisse de l'OGEFRAM. Et quand il verse dans la caisse de l'OGEFRAM, automatiquement, on n'utilise pas cet argent à son bon gré. S'il y a des dépenses, vous devez les soumettre à l'approbation ou à la validation de l'équipe de l'IGF. Mais cette dépense n'a jamais été validée, mais in fine, on a compris que l'argent a été déjà défalqué au niveau de la source. Donc
On doit contourner la procédure normale pour prendre l'argent à la source. Tous ceux qui viennent défendre ici, il faut leur dire, moi je vais les rencontrer. Qu'ils viennent, je vais les rencontrer. Trop sûr de vous. Mais bien entendu, je ne parle pas pour parler. Pour cette émission est en direct, je vous avais dit, l'émission est interdite au cardiaque. Prenez les liens sur YouTube, au Centre Télévision, partagez et laissez vos commentaires. Monsieur Leader Balekela, journaliste des investigations. Vous avez suivi M. Amis Makutano. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces dires? D'abord, je tiens à préciser, comme je l'ai dit en avant-propos, que je n'ai pas le mandat du directeur général de l'OGFM pour venir le défendre. Okay. Mais je suis désolé de constater que mon jeune frère Amissi a parlé de moi. Oui, il est PCA à l'OGFM. Moi, je ne suis pas de l'OGFM. Okay. C'est un jeune camarade que j'aime beaucoup, un militant. Je sais de quoi il est capable sur le plan politique. Et je vous ai dit en avant-propos que je suis fier de son ascension pour arriver jusqu'à ce point-là. Quand vous dites qu'il est militant, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Non. Il vient, il assume des fonctions au niveau du parti. Je l'ai vu évoluer. Il est cadre, oui, il est cadre. Mais le cadre est toujours lié au militantisme. Pour arriver à être cadre, il faut d'abord militer pour arriver au niveau du cadre. Même en étant cadre, on peut faire le militantisme. Okay. Il sait de quoi je parle. Je suis content qu'il ait quand même dit qu'il a beaucoup de respect pour moi. Comme journaliste, je crois qu'il m'a vu évoluer dans ce pays. Je n'ai jamais eu de problème avec les gens. Je n'en aurais pas non plus avec lui. Mais je suis venu seulement parce qu'il a parlé de moi. Pour son information, je suis journaliste d'investigation depuis 2009. Lorsque j'ai créé mon journal, Le Pouvoir du Peuple, vous pouvez aller dans les archives, vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez. Et j'ai créé un groupe de presse LD Multimédia, où il y a un journal de presse écrite, il y a un projet pour une télévision, pour une radio, mais je me spécialise également dans les investigations et la production des magazines. Depuis 2011-2012, j'ai produit beaucoup de magazines axés sur le fonctionnement des entreprises. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai pu accéder aux informations à l'OGFM. À l'époque, c'était Anatole Kikwa qui gérait l'OGFM. Et donc, il n'y a pas que l'OGFM, il y a beaucoup d'autres entreprises. Et vous savez qu'en tant que journaliste, la loi nous permet d'avoir accès à l'information publique. À partir du moment où il y a la clameur sur la place publique, il y a des détournements, un journaliste d'investigation n'a pas besoin de demander la permission du PCA ou du DGA ou du DG pour aller fouiner, avoir les informations. Donc, c'est en vertu de ce droit que me reconnaît la législation en matière de presse en République démocratique du Congo, que face à la clameur publique entendue, qui a été d'ailleurs suscitée par lui à travers une correspondance qu'il a adressée aux autorités publiques du pays, faisant état d'un détournement à l'OGFM, que je me suis dit, en tant que journaliste d'investigation, je m'intéresse au dossier. Alors, et j'ai été approché par un média qui sait très bien que j'ai fait des investigations sur le portefeuille de l'État. C'est à cette occasion, quand on m'a posé la question sur le détournement à l'OGFM, que j'ai fait la mise au point au regard des informations, que j'avais. Alors, ça m'étonne qu'il revienne comme si j'étais allé faire l'émission sur lui. Okay. Maintenant, je profite de l'occasion pour lui dire que il y a un problème de malentendu théorique. Ok, théorique. Malentendu théorique entre deux concepts majeurs. Merci. Le concept de détournement qu'il évoque et le concept de recouvrement forcé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'OGFM? D'après mes investigations, j'ai toute une pile. Okay. D'ailleurs, je suis ouvert à un débat contradictoire avec lui, même demain. Même demain, oui, parce qu'il en veut. Si les PCA acceptent les débats, oui, il y a des documents ici. Vous pouvez l'aider sur les plateaux. Je suis disposé. Okay. Je suis disposé à débattre avec lui. J'ai aussi... Il nous suit, il est en direct. Oui, oui. Il est en train de vous suivre. J'ai aussi des débats, des dossiers ici qui le concernent. Okay. Je ne les exhibe pas aujourd'hui. Pendant le débat de demain, nous allons en parler. Nous allons en parler avec lui. Parce qu'il m'a entraîné sur un terrain que je maîtrise très bien, de la communication. Okay. Et je souhaite qu'il fasse la paix avec moi. Moi, je ne suis pas de l'OGFM. J'ai fait mon travail de journaliste, il ne peut pas m'en empêcher. Je n'ai jamais parlé à mal de lui. Même l'interview à laquelle il fait allusion, je l'ai loué, je disais, c'est pas de sa faute. Mais seulement il a puisé. Non, c'est une interview qui n'est pas passée sur votre média. Oui, mais du moins on peut illustrer. On peut. Alors, j'ai dit qu'il n'avait pas puisé à des bonnes sources
par rapport à ce que j'avais. Et j'avais même mis le vœu de le rencontrer pour qu'on échange, qu'on fasse même une émission, parce que moi, je vais vers tout le monde. Oui, si vous voulez qu'on écoute... Non, pas de problème. Non, vous l'avez. Le public peut suivre ce que j'ai dit. Non, l'État nous fait défaut, on peut continuer. Non, c'est juste quelques secondes, quelques minutes. Hein, si alors, vous voulez, que le public suive ce que j'ai dit. L'invité a demandé, c'est par rapport à cette interview que M. Amis Makutano, hier... En violant la loi sur la presse, parce qu'il ne peut pas venir répondre sur un média qui n'a pas produit cette interview. Bon, c'était un raccordement frauduleux. Vous pouvez l'aider. Non, c'est déjà une entorse. Bon, sur le plan professionnel, ce n'est pas permis. Bon, mais je vous pardonne, je lui pardonne, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on écoute, alors si on peut écouter, si la régie... Si ce n'est pas prêt, on va à l'essentiel. Est prête? La réalisation, c'est bon, on peut écouter? Ça va, on écoute alors. De Louis-Dore Balekelai, qui, dans sa casquette de journaliste d'investigation, a accédé aux bonnes sources d'information. Il s'agit bel et bien des frais d'honoraires d'un avocat conseil de l'entreprise. En tant que journaliste, parce que j'ai accès à l'information publique, je me dois de vous dire que c'est trop grave de dire qu'il y a eu détournement à l'OGFREM, détournement d'un montant de 417 300 $ américains qu'on impute à tort au directeur général de l'OGFREM, dans la mesure où cet argent constituait ce qu'on appelle honoraire d'un avocat conseil qui a plaidé une cause et l'a gagné en faveur de l'OGFREM face à une entreprise qu'on appelle Business and Soft Invest qui était chargée de fournir un logiciel de maintenance et de gestion du système informatique de l'OGFREM. À en croire ce journaliste d'investigation, il y a eu saisie conservatoire de comptes de l'OGFREM en Afrique du Sud. Et c'est une décision judiciaire qui a fait bénéficier à l'avocat ses honoraires. Donc, je considère que le PCA, c'est un homme de bonne foi, quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'estime beaucoup, un combattant de la liberté, un combattant de la démocratie, mais il a été peut-être induit en erreur, il a été abusé par ses sources d'information pour vérifier si effectivement il y a eu détournement. Il n'y a pas eu détournement parce que l'avocat devait entrer en possession de ses honoraires et à défaut de les obtenir par voie de négociation avec l'OGFREM et au regard du refus de l'IGF d'autoriser le paiement, il a saisi la justice en bonne et due forme, les documents existent et la justice a ordonné la saisie des comptes de l'OGFREM à partir d'Afrique du Sud pour les rétablir dans ses droits en lui donnant accès à ses honoraires. Il faut donc ici saluer la bravoure du DG, William Kazumba Mayombo, pour avoir aidé l'OGFREM à rentrer dans ce droit en résiliant ce contrat, mais aussi en opposant une fin de non-recevoir à la requête de cette entreprise Business and Soft Invest qui voulait obtenir 10 millions de dollars comme condition pour faire le transfert du logiciel que l'entreprise obtenait. Louis-Dore Balekelai met au défi quiconque évoquerait la thèse du détournement d'apporter la preuve écrite. Aussi, selon le journaliste, il n'y a aucun problème entre le directeur général William Kazumba Mayombo et le PCA Adolphe Amissi Makutano, car c'était juste un malentendu, mais le ciel sera bientôt sans nuages à l'OGFREM, a conclu Louis-Dore Balekelai. Quel retour, M. Louis-Dore Balekelai, qui dit vrai dans ces dossiers? Vous sentez d'abord que c'est courtois, ce que j'ai dit. Je le respecte. Parce que je l'ai vu sur le terrain politique et comment il est monté. C'est une fierté pour notre génération, mais qu'il me dénigre, ça je ne peux pas accepter. Je vais démontrer qu'il est victime d'un malentendu théorique. Vous avez une confusion entre détournement et recouvrement forcé. Okay. Le reportage, il a dit, mais pas en profondeur, je vais le faire. Okay. Nous sommes autour de 2019. Qui est aux affaires à l'OGFREM? C'est M. Saïba, comme directeur général. Il signe un contrat avec une entreprise qu'on appelle BESI, c'est une abréviation de Business and Soft Invest. Cette entreprise a quelle attribution, a quel rôle? C'est de fournir des logiciels de maintenance, de gestion, donc des frais ou de couverture des frais de l'OGFREM. Alors, il y a un montant qui était convenu,
qui devaient être déversés chaque mois à cette entreprise pour la gestion du logiciel. À l'avènement du DG Mayombo, selon les informations que nous avons accueillies, même si lui-même n'est pas accessible, bien entendu, à nos différentes sollicitations pour nous éclairer là-dessus, mais nous avons pu, par nos investigations, obtenir quand même des informations fiables et de documents sur la question. Quand il arrive au pouvoir, il est alerté par la délégation syndicale de l'entreprise. Faites attention avec le contrat là de Bézi, qui a fourni le logiciel qui permet la gestion et la maintenance du système informatique de l'OGEFREM. Il y a un réseau mafieux qui détourne environ 450 000 $ chaque mois. Vous devez tout faire pour voir clair là-dessus. Il est alerté par la délégation syndicale. Alors, il cherche à voir clair et il comprend, après analyse du dossier, qu'effectivement, qu'il y avait un réseau qui soustrayait un montant X pour se partager, bien entendu, dans le cadre du contrat signé avec cette société-là. Et il décide, avec le concours de la délégation syndicale, de résilier le contrat. Alors, les gens, le responsable de la société, un certain Georges Obati, commence à s'agiter. Il va voir le DG pour pouvoir le convaincre afin de revenir sur le contrat, peut-être avec une promesse d'un pot de vin, je ne sais pas comment, selon certaines indiscrétions. Le DG dit, pas question, parce que l'entreprise perd, je ne peux plus reconduire ce contrat. On décide de résilier le contrat. Alors, il fallait que l'entreprise Bézi, qui avait livré ce logiciel informatique qui permet la gestion et la maintenance du fret ou des cargaisons de l'OGEFREM, donne le code source. C'est comme quand vous avez votre chaîne YouTube, où on nous suit maintenant, il y a quelqu'un qui administre, qui gère le site. Admettons que c'est un site internet. C'est celui-là qui a le mot de passe. Lorsque vous ne vous mettez plus d'accord, vous lui demandez de vous retourner le mot de passe pour que vous puissiez vous-même devenir autonome, responsable de la gestion. C'était le cas avec l'entreprise. Quand on a résilié le contrat, il fallait que l'entreprise remette le code, ce qu'on appelle le code source, c'est en quelque sorte le mot de passe pour accéder aux logiciels et aux applications relatives concernant la maintenance du système informatique de l'OGEFREM. Le monsieur, l'entreprise refuse. Plusieurs fois, on a fait des négociations, l'entreprise refuse, ainsi de suite. Dans l'entretemps, le responsable va voir du côté du conseil d'administration qu'il peut voir pour faire pression sur les DG, reconduire le contrat. Le DG est catégorique, d'après les informations obtenues par nos propres sources, que je ne dévoilerai jamais, parce que le journaliste ne dévoile jamais ses sources. Et je félicite d'abord un confrère qui a tenu à la protection de ses sources jusqu'en dernier minute, vous savez de qui je parle. Et donc, c'est une règle en journalisme. Donc, la pression ne marche pas sur le directeur général. Et finalement, on résilie le contrat. Et comme l'entreprise a un avocat conseil qui est lié à cette entreprise, l'OGEFREM, à cet office, par un contrat d'abonnement judiciaire, comme on l'appelle, on engage l'avocat pour entamer une action judiciaire et obliger la société de faire le transfert du code source à l'OGEFREM. L'entreprise, la société refuse. On va en justice, on fait des pressions. Finalement, on arrête le monsieur à l'ANER. Et la société dit pour donner le code source, le mot de passe, il faut payer 10 millions de $. On a déjà engagé un avocat qui avait déjà un contrat d'abonnement judiciaire avant même que cette histoire ne s'empire. L'avocat met des actions en justice et finalement, l'OGEFREM obtient gain de cause. Alors, vous imaginez, l'entreprise, la société demandait 10 millions de $ pour donner le code source qui était propre à l'OGEFREM. Parce que l'avocat a entamé une action en justice et qu'il a gagné le procès, l'OGEFREM a récupéré le code source pour devenir autonome et gérer son système informatique. Comme vous le savez, la loi organique sur le barreau autorise que l'avocat, lorsqu'il a presté, qu'il ait droit à ses honoraires. L'avocat a cherché à obtenir ses honoraires auprès de l'OGEFREM sans succès, pendant plusieurs mois. Alors, fatigué, il s'est dit, la seule voie pour entrer, être établi dans mes droits, c'est de saisir la justice. Il est allé saisir la justice en bonne et due forme. J'ai pu obtenir la documentation qui est avec moi ici. La lettre de l'avocat a même circulé sur les réseaux sociaux. Nous avons pu l'obtenir. Il a saisi la justice congolaise
après que le DG ait saisi lui-même aussi par l'entremise de l'avocat, le tribunal de commerce de Kinshasa, mais aussi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, dans le cas de cette affaire. Quand il a saisi la justice a fini par obliger l'OGEFREM de lui donner ses honoraires. L'OGEFREM n'étant pas en mesure de le faire, il y a ce qu'on appelle la saisie conservatoire. La justice, ça veut dire la cour d'appel de Kinshasa-Matete, a ordonné la saisie conservatoire des comptes de l'OGEFREM. Mon frère Amissi dit que pourquoi on est allé saisir le compte en Afrique du Sud au lieu de faire ici. J'ai un document ici, vous pouvez voir les 10 banques. Oui, les 10 banques dont les comptes ont été saisis par rapport à l'impayement des honoraires de l'avocat. Je pourrais éventuellement demain dans l'émission contradictoire vous montrer toute la documentation. Alors, à défaut de se faire payer par l'OGEFREM, la justice décide de saisir les comptes de l'OGEFREM et d'office paye à l'avocat ses honoraires qui s'élevaient à 390 $, mais parce qu'il y avait aussi les frais d'huissier de justice qui faisaient les va-et-vient pour donc transmettre les différentes correspondances, eh bien, l'avocat est payé par la justice à partir d'un mandataire de l'OGEFREM, Transcom, qui est en Afrique du Sud. Et donc, pour revenir maintenant à votre question, est-ce qu'il y a détournement, oui ou non? Qui dit vrai et qui dit faux? Après cette démonstration, vous avez compris que le DG n'a signé aucun document autorisant le paiement des honoraires de l'avocat, parce que l'IGF s'y était opposé. Mais par contre, c'est la justice qui a ordonné la saisie conservatoire, mais également le paiement des honoraires de l'avocat. Alors, lorsque la justice ordonne le paiement des honoraires conformément aux procédures en la matière, notamment la loi organique sur le barreau, mais aussi en matière de créances, à travers un contrat, ce qu'on appelle l'acte transactionnel entre l'OGEFREM et l'avocat, vous savez, en matière de droit, lorsqu'il y a un acte transactionnel entre deux parties, cet acte transactionnel a la valeur de la chose jugée entre les parties et on ne peut jamais l'attaquer pour erreur de droit, encore moins pour lésion. Et donc, je peux dire par un procès de métaphore, et la valeur d'un jugement. C'est ainsi que c'est la justice qui a payé l'avocat. Vous ne verrez jamais, mon frère, que je respecte, le PCA, il fait son rôle, c'est leur entreprise, mais ça étonne qu'ils apportent leurs histoires sur la place publique. Il ne peut pas vous montrer un seul document du DG où il signe, où il autorise le paiement. Je sais que vous communiquez avec lui par votre téléphone. Non, attendez. Oui. Je vous avais dit qu'il est en train de nous suivre en direct. Oui. Je voulais tout simplement poser la question. Nous ne sommes pas dans une église ici. Vous parlez de l'avocat. C'est qui l'avocat? Est-ce que c'est l'avocat Moukoko? Jano Boukoko. C'est ça que j'ai vu dans la correspondance que j'ai obtenue, qui est un avocat conseil de l'OGEFREM. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui est pris, il est lié à l'entreprise selon la documentation que j'ai eue par un contrat d'abonnement judiciaire. Selon les documents que moi j'ai ici. Vous êtes un journaliste d'investigation aussi. S'il vous plaît. Selon les documents que j'ai ici, M. Moukoko a été engagé au mois de mai. Mois de mai où il a eu son abonnement pour plaider au nom de l'OGEFREM. Et puis il est payé chaque mois 1 500 $, à moins que je me trompe, parce que vous êtes journaliste d'investigation. Comment lui, l'avocat, il est déjà payé par l'entreprise pour ses prestations, il peut aussi chercher à être payé double du moment que l'entreprise le prenait déjà en charge pour des dossiers judiciaires. C'est là où peut-être il y a un petit souci. Non, il n'y a pas de souci qu'on fait. Ça, ce sont des questions de droit. Si vous voulez qu'on entre en profondeur, c'est mieux. Non, je suis journaliste et je pose des questions. Vous avez fait des recherches, aidez-nous. La prime, quelqu'un perçoit la prime mensuelle dans le cadre de ce qu'il fait. Non, les paiements de ces prestations, il est payé chaque fin du mois. Comment on appelle ces prestations-là en droit? Ça ne s'appelle pas honoraire. Vous pouvez demander à n'importe quel juriste. Les honoraires, c'est lorsque vous avez engagé un avocat dans un procès, l'avocat a gagné le procès, vous devez lui payer ce qu'on appelle les honoraires. Je vous conseille de lire la loi organique sur le barreau, c'est autorisé. Et d'ailleurs, pour que l'avocat aille en justice, il a eu l'autorisation de ses autorités hiérarchiques que sont les bâtonniers et puis la cour d'appel de Kinshasa qui a saisi, bien entendu, qui a fait la saisie conservatoire, mais aussi en collaboration avec la justice sud-africaine à partir de laquelle est donc la saisie
saisie a été effectuée et le paiement réalisé. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu détournement à partir du moment où le paiement s'est fait à partir de l'exécution d'une décision de justice. On dit qu'il y a détournement lorsque le mandataire ou le responsable d'une entreprise a pris un acte, a signé un document autorisant la sortie des fonds dans la caisse de l'entreprise. Mais pour le cas de figure, on se retrouve dans le cas d'un recouvrement forcé effectué par la justice. Et d'ailleurs, face à l'impossibilité pour le GEFREM de payer le salaire des agents à la fin de l'année, ayant été mis à genoux par la pression judiciaire exercée par l'avocat, le GEFREM était obligé d'obtenir un acte, bien entendu, transactionnel qui lui a permis, bien entendu, de faire la main levée sur les différents comptes et permettre au GEFREM de payer les agents, quitte à l'avocat, par exemple, de continuer par la suite sa procédure qui a permis qu'il soit rétabli dans ce droit. Donc, la justice... C'est la justice. Peut aller la justice ne peut pas détourner. S'il vous plaît, oui. La justice peut aller au-delà des prérogatives du PCA et du DG, ordonner avec toutes les informations possibles de l'OGEFREM pour permettre à l'autre compte de payer. C'est ce que vous voulez dire? Non, je voudrais vous éclairer. Il n'y a personne qui est au-dessus de la justice, soit-elle l'IGF. Lorsqu'une décision de justice est rendue, sachez qu'il y a un principe qui dit la justice est rendue au nom du peuple congolais, les arrêts de justice sont rendus au nom du président de la République. Nous sommes là en face non pas d'une décision prise par le directeur général de l'OGEFREM, mais une décision de justice au terme d'une saisie conservatoire des comptes de l'OGEFREM. Si on peut... Écoutez, écoutez, moi la question d'abord, est-ce que l'argent était dans les comptes de l'OGEFREM? Mais quand on fait la saisie conservatoire des comptes, ceci veut dire quoi? Que la justice a ordonné la saisie des comptes, on a prélevé le montant destiné à l'avocat en fonction, par exemple, de ce qui était convenu dans l'acte transactionnel, ses honoraires, ça lui a été payé. C'est la justice. C'est pour cela que je parle d'un malentendu théorique entre le concept de détournement et le concept, bien entendu, de recouvrement forcé. La justice congolaise et sud-africaine. S'il vous plaît, la justice peut collaborer avec le DG, avec l'entreprise. C'est très grave. Non, le PCA l'a dit. Laissez-moi terminer. Oui, je pose seulement des questions pour éclairer l'opinion. Mais laissez-moi répondre. Attendez. Oui. Allez-y. Oui. La justice, pour permettre à l'autre entreprise peut-être de payer, il faut que la justice ait toutes les informations, le numéro peut-être, le mot de passe, le compte. Et prenons ça comme ça pour permettre à l'autre entreprise de verser l'argent. Est-ce cette justice, c'est des anges et c'est des magiciens? Comment ils ont fait pour avoir tous les éléments de l'OGEFREM pour que l'autre ait compris? Je vous suggère de poser cette question à l'OGEFREM. Mais pour ce qui me concerne, attendez, maintenant je vous réponds maintenant. Je pense que vous avez les éléments pour nous éclairer. Attendez, je vous réponds maintenant en tant que juriste d'investigation. Lorsque vous sous-entendez que la justice peut collaborer avec l'entreprise, qu'on vous envoie toutes les questions, je vais y répondre. Non, il n'y a pas de questions ici. Que la justice peut collaborer avec l'entreprise, c'est de l'outrage à la justice. Ça veut dire, vous supposez que les responsables judiciaires sont corruptibles et qu'ils ont été dans le jeu du DG et de l'avocat. J'ai fait que poser des questions. Oui, mais j'ai fait la déduction. Laissez-moi, je suis philosophe, j'ai fait la déduction que les responsables de la justice, notamment la Cour d'appel de Kinshasa Matete, mais aussi la justice sud-africaine, pour 417 300 $, tous ces gens-là peuvent compromettre leur carrière pour faire le jeu, soit du DG, il peut être responsable, je ne sais pas, moi j'ai dit ce que j'ai vu au regard de mes investigations, mais que le PCA prouve les documents où le DG a autorisé le paiement et l'argent est sorti des caisses de l'entreprise. Mais là, on est en face d'une saisie conservatoire ordonnée par la justice, conjointement la justice congolaise et la justice sud-africaine. Et donc, si on sous-entend qu'il y a eu collaboration entre la direction générale et l'appareil judiciaire, il appartient à celui qui allègue d'en apporter la preuve. Alors, je vous avais dit que
le PCA de l'OGEFREM est en train de suivre cette émission. Je n'aime pas que tu me répètes ça, non, parce que je ne suis pas venu pour répondre aux questions qu'il vous transmet. Qu'il suive son émission. Il n'y a pas de questions. Qu'il suive l'émission. Vous avez dit que vous êtes prêt pour un débat. Je suis prêt pour un débat contradictoire. Voilà, laissez-moi continuer. D'accord. Il ne faut pas devenir dictateur sur mon Non, plateau. parce que vous jouez un mauvais jeu. Bonjour Delphin, ça c'est le message du PCA. Bonjour Delphin, je vous suis avec votre invité. Il doit éviter de s'inviter sur un débat qu'il ne maîtrise pas. En plus, il manque les éléments. Il doit fonder son argument. Qui doit fonder son argument? Désolé, informez-lui que je suis là, même pour un débat. Ça, c'est le PCA qui a dit qu'il est prêt pour un débat. Est-ce que vous acceptez les débats demain avec le PCA de l'OGEFREM? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai évoqué l'éthique et la déontologie professionnelle? Ça veut dire que le journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, doit cacher son appartenance politique. Je vous vois tomber dans cette tentation. Est-ce que vous m'avez dit que cette émission est à téléphone ouvert ou que les téléspectateurs peuvent intervenir? Je vous ai dit que je suis prêt pour un débat contradictoire avec lui. Professionnellement, vous deviez vous en tenir là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas pour répondre à ces SMS. Je le veux dans un débat contradictoire et j'ai la documentation avec moi. Je suis prêt pour le débat. Monsieur le PCA. Mais ne faites pas ces jeux-là parce que vous détruisez la profession. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais je crois que ceux qui nous suivent ne peuvent pas apprécier cette procédure. S'il vous plaît, je salue M. Christian Bossembe et je salue également Jean-Marie Kassamba. Alors, M. Ludo Valekilai, il est prêt pour un débat. Vous avez accepté les débats pour demain à 15h. Pas de problème. Alors, regardez la caméra, le mot de l'affaire. On retient quoi? On retient qu'en ce qui concerne l'OGEFREM, je travaille sur cette entreprise depuis plusieurs années. J'ai édité plusieurs magazines, les archives existent, non seulement sur l'OGEFREM, mais sur d'autres entreprises. En guise d'investigation, la clameur publique pousse les journalistes à accéder à l'information publique. Je retiens de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu au terme de mes investigations, qu'il s'agit d'un malentendu théorique entre le concept de détournement et le concept de recouvrement forcé. Et que pour le cas d'espèce, jusqu'à preuve du contraire, à moins que le PCA amène d'autres arguments, il s'agit d'un recouvrement forcé exercé, effectué par la justice congolaise en synergie avec la justice sud-africaine. Mais si lui, il détient des preuves qu'il y a un détournement, qu'il a un document signé par le directeur général de l'OGEFREM, attestant qu'il y a eu détournement dans les comptes de l'OGEFREM à partir de sa signature, qu'il apporte, le débat va être clos. Moi, je ne suis pas avec eux dans ce débat, mais j'apporte un éclairage parce qu'il s'agit d'une clameur publique. Merci. Et on ne peut pas se substituer en même temps à quelqu'un qui qualifie les faits de détournement, qui instruit et puis qui émet un jugement. Merci, Monsieur Leader Balekilai, Merci. Journaliste des investigations, un ancien aujourd'hui. Il se bat pour que les choses changent en République démocratique du Congo. Mais prenez rendez-vous pour demain, vendredi, à partir de 15h, ici sur 10e Ré Télévision, aussi en direct sur notre chaîne YouTube au Centre, un débat républicain entre M. Leader Balekilai et M. Amissi Makutano, député national, président de la Ligue des Jeunes, de l'UDPS, PCA de l'OGEFREM. Une autre RDC est possible. Au revoir.